des crevards, c'est-à-dire qu'ils laissent des places. On ne veut pas que les gens viennent s'asseoir dans la salle. Donc, s'il vous plaît, décalez-vous, laissez les gens qui sont autour s'asseoir. Il y a beaucoup de monde, c'est très bien. Si vous avez une place de discours à côté, s'il vous plaît, faites-la tourner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une caisse à l'extérieur de la salle, donc juste par la porte par laquelle vous êtes entrés. Il y a une caisse où vous pouvez donner de l'argent. Je vous invite vivement à donner de l'argent. Pour la simple bonne raison que ce meeting a eu des frais qu'il nous faut rembourser et que la lutte a des frais qu'il nous faut avancer. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup à vous d'être venus aussi nombreux. Merci à la mairie de Saint-Denis de nous avoir prêté une nouvelle fois cette salle. J'ai d'ailleurs laissé la parole sans vous attendre à Machid Bessaoudel qui est élu. On peut l'applaudir et par les temps qui courent. Déjà, vous dire que ça fait très longtemps que j'ai pas vu cette salle aussi blindée. J'avais déjà dit au mois de mars sur le site contre l'islamophobie. Et ça fait très longtemps qu'y compris des partis et des formations politiques n'ont pas réussi à remplir une salle comme ça. Donc c'est vraiment impressionnant et merci à vous d'être là. Et à cause de vous, grâce à vous, je vais effectivement pas faire beaucoup d'amis ce soir. Je ne parle pas d'ici, mais à l'extérieur, mais j'assume complètement le fait de vous accueillir ici, contrairement à ce que vous avez pu lire concernant des soutiens plus ou moins retirés. J'assume, moi, en tant qu'élu de gauche, complètement votre présence ici. Donc rapide, je vais essayer d'être rapide. La ville de Saint-Denis est très fortement touchée par les attentats de novembre. Une première fois le vendredi 13 novembre au soir, les terroristes ont activé des charges explosives aux abords du Stade de France, tuant un homme et surpris de 50 personnes, traumatisant des milliers de spectateurs et témoins. Une seconde fois, le 18 novembre, où l'intervention policière très violente a eu lieu dans un climat de très forte tension nationale et a vraiment choqué les habitants de Saint-Denis. Cette intervention a également eu lieu dans un immeuble où vivaient 91 personnes qui se sont retrouvées pour un grand nombre calfeutrées chez elles, durant l'assaut et ensuite à la rue. Une troisième fois, et celle-ci a maintenant lieu et risque de perdurer, il s'agit d'attaques à l'encontre de Saint-Denis qui représente bien ce que l'État islamique et le FLDS, une ville populaire, jeune et métissée. La ville de Saint-Denis condamne fortement toutes celles et tous ceux qui profitent des événements qu'ont connus Paris et Saint-Denis pour instiller leur haine sur le dos d'une catégorie de la population. Nous refusons de faire des questions de croyance et d'identité culturelle le cœur du débat public. Les habitants de Saint-Denis aujourd'hui se voient caricaturés, comme cela a été fait dernièrement dans une certaine presse, notamment Marianne, ou par quelques extrémistes laïcards, selon des étiquettes que quelques-uns voudraient nous coller au motif de l'origine d'une croyance supposée. La question fondamentale, c'est celle des inégalités sociales. Les conservateurs de tous bords cherchent à égliciser, confessionnaliser les enjeux, c'est une régression et une diversion pour ne pas s'attaquer aux vrais problèmes. Les habitants des quartiers populaires ont besoin d'égalité pour vivre ensemble. Le fait qu'ils soient croyants ou non n'est pas la question. Saint-Denis est le fruit d'une histoire très riche, où se mêlent la grande et la petite histoire, celle des rois de France, celle des femmes et des hommes qui sont venus des régions d'Europe, de tous les continents, enrichir notre commune pour consolider une identité plurielle et multiple. Saint-Denis, c'est aussi un projet politique ambitieux, construire une ville où chacun peut vivre dignement de son travail, habiter dans un logement décent, profiter pour ses enfants d'une éducation de qualité, offrir aux habitants des services publics de proximité face à un recul aggravé de l'État. C'est travailler pour effacer les inégalités territoriales dont souffrent les quartiers populaires et œuvrer pour que la haine de l'autre n'ait pas cours et pour que la tolérance renforce les liens entre toutes et tous. Je voudrais juste rajouter deux petits mots qui me sont personnels. Le fait qu'on soit aussi nombreux ce soir, à mon avis, montre que qu'on touche les vraies questions. Les vraies questions qui ne sont pas traitées par les autres sous le bon angle, sous le bon prisme. On en est à plus de 2000 perquisitions aujourd'hui. On perquisitionne des mosquées et des restaurants halal. On stigmatise les musulmans. Tous les députés, hormis 6, ont voté l'état d'urgence qui permet cette augmentation des perquisitions et cette augmentation de la vague islamophobe qu'on connaît aujourd'hui. C'est même députés qui vont nous expliquer qu'il faut condamner l'islamophobie. Et juste rappeler aussi une dernière chose sur le racisme qu'on combat. Et certains nous demandent s'il y a des illustrations concrètes pour le racisme d'État. Nous, on habite, j'habite Saint-Denis, peut-être que d'autres ici habitent Saint-Denis, mais beaucoup habitent des quartiers populaires. Quand dans une
Même école, à Paris ou à Saint-Denis, on met des enseignants mieux formés à Paris qu'à Saint-Denis. Quand à Saint-Denis, il manque des enseignants alors qu'il n'en manque pas à Paris, comment est-ce qu'on peut appeler ça sinon du racisme d'État? Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup, Rachid. Juste pour vous donner le contexte de l'organisation de ce meeting pour une politique de la paix, de la justice et de la dignité, et vous expliquer un peu comment ça va se passer. On est plusieurs à avoir eu du mal à réagir après les attaques du 13 novembre. On s'est réunis le 14 en se disant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Qu'est-ce qu'on fait pour répondre aux abus qu'on pressentait déjà? Comment on fait pour répondre aux politiques de la guerre qu'ils vont nous imposer? On n'avait pas tort. Dès le lendemain, on a commencé à bombarder la Syrie. Comment on fait pour répondre à cette politique de la hagra, du mépris qu'ils vont renforcer? Et on a bien vu, avec les perquisitions abusives, avec les propos islamophobes qui ont été tenus, avec la stigmatisation croissante et les actes islamophobes qui ont augmenté, qu'on avait raison. Et comment on fait pour proposer quelque chose d'autre qui puisse parler à la dignité de chacun d'entre nous et qui puisse rappeler les fondamentaux? On a eu plusieurs méthodes, plusieurs discussions pour pouvoir y arriver. Il y a des collectifs qui se sont organisés, des appels qui ont été lancés ici et là. Le CCIF notamment qui a appelé à un soutien de bénévoles, à un renforcement de bénévoles et à un soutien financier, parce que le travail qu'ils font est formidable et qui n'est pas suffisamment financé. Et que la lutte contre l'islamophobie a un coût, c'est à nous de la payer, c'est à nous de la financer, puisque personne ne le fera à notre place. Il y a eu ça, et puis nous étions, tant d'autres, à militer habituellement contre les contrôles d'identité abusives, contre l'islamophobie, pour des politiques de paix, pour des politiques de justice, pour des politiques de dignité. Nous nous sommes dit qu'il nous fallait nous rassembler et offrir une première riposte en organisant un meeting qui posera des questions essentielles et qui mettra la France face à ses responsabilités, aussi bien sur le plan international que sur le plan national. C'est pour ça qu'on a organisé donc 2 tables rondes. La première s'intitule « Guerre, intervention étrangère et terrorisme ». Elle posera la question fondamentale des liens entre ces interventions étrangères et le terrorisme. Et la deuxième table ronde, état d'urgence et islamophobie, posera et donnera de compte évidemment à des questions qui nous semblent essentielles ici quand on voit tous les abus, quand on voit toute la stigmatisation que doivent se payer non seulement les citoyens d'apparence, les citoyens musulmans, mais aussi ceux qui représentent tel ou tel mouvement social. Sans plus attendre, on a aujourd'hui une invitée d'honneur très importante et très reconnue pour son militantisme contre la guerre. Elle nous vient d'Angleterre, Salma Yacoub. Bon, c'est du direct, hein, pour excuser. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a quelqu'un qui va passer avec une caisse et que vous pouvez glisser non pas des pièces jaunes, mais des pièces bien colorées comme il faut et des billets. Donc Salma Yacoub qui est ici et que je remercie vivement d'avoir merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation aujourd'hui. Elle a été conseillère municipale de Birmingham, c'est l'une des porte-paroles, l'un des visages de la coalition Stop the War en Angleterre, donc coalition contre la guerre. Elle mène depuis des années un travail essentiel contre les interventions à l'étranger menées par le Royaume-Uni et aussi contre l'islamophobie. Mathieu, qui est ici, a gentiment accepté de traduire pour nous. On peut les applaudir, s'il vous plaît. I bring to you solidarity greetings from the UK to you, my French brothers and sisters. Je vous salue, je vous apporte la solidarité depuis la Grande-Bretagne à vous, mes frères et sœurs de France. Those who lost loved ones in the horrific slaughter of recent attacks, and those affected by the racist backlash. Je
salue ceux qui ont perdu des proches lors des horribles massacres qui ont eu lieu récemment à Paris. Et aussi, je salue ceux qui sont affectés par les réactions racistes à ces événements. As a Muslim, I say not in my name when it comes to the killing or harming of anyone who's innocent. And yet it's done by people who say they do it in the name of my faith, Islam. En tant que musulmane, je ne dis pas en mon nom lorsque des gens tuent ou blessent des innocents, en quelque lieu que ce soit, et pourtant cela arrive parfois, il arrive parfois que ce soit commis par des gens qui disent qu'ils le font au nom de l'islam. As a British citizen and someone who believes in democracy, I say not in my name when it comes to the killing and harming of innocents anywhere, done by people who say they believe in democracy, including my own government. En tant que citoyenne britannique, je dis là encore pas en mon nom, lorsque, pardon, en tant que citoyenne britannique, en tant que personne qui croit en la démocratie, je dis aussi pas en mon nom lorsque il s'agit de tuer des innocents, où que ce soit dans le monde, et même lorsque c'est fait par des gens qui disent croire en la démocratie, y compris mon propre gouvernement. It is not easy to make such mistakes. People who look like me and who speak up are accused of being traitors or terrorist sympathizers. Il n'est pas facile de prendre cette position. Les gens qui me ressemblent et qui s'expriment sont accusés d'être des traîtres ou de sympathiser avec les terroristes. Because whilst our European leaders claim they uphold the notion of freedom of speech, they want to silence and vilify those who don't happen to agree with them. Et parce que tandis que nos dirigeants en Europe prétendent qu'ils défendent la liberté d'expression, ils veulent faire taire et même ils veulent salir ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Whilst they say they hate and oppose those who promote hate speech, some of the most divisive attitudes have been fostered by the mainstream politicians and media. Tandis qu'ils prétendent s'opposer à ceux qui parlent, qui tiennent un discours de haine, parmi les mots et les attitudes les plus haineuses qui soient, sont celles qui sont alimentées par les politiciens et les médias. The real aggressors are those who use words like tolerance, but encourage intolerance. Les véritables agresseurs sont ceux qui utilisent les mots de tolérance, mais qui encouragent l'intolérance. Old-fashioned imperial conquest is now repackaged and disguised as a defense of civilization against global terror. Les interventions, les conquêtes impériales, dans le sens le plus classique du terme, sont maintenant remises au goût du jour avec un petit vernis et présentées comme la défense de la civilisation contre le terrorisme. The threat of Muslim extremism, fundamentalism, is to the propagandists in the White House and Europe today what the enemy of communism was during the Cold War. La menace du fondamentalisme musulman est devenue, pour ces personnes qui nous dirigent depuis la Maison-Blanche ou depuis la Commission européenne, ce que l'ennemi du communisme était pendant la guerre froide. The new phase of imperialism requires a new phase of racism. Cette nouvelle phase de l'impérialisme implique également une nouvelle phase de l'histoire du racisme. Today, it takes the form of Islamophobia, and Muslims the world over have become legitimate targets. Aujourd'hui, ce racisme prend la forme de l'islamophobie et les musulmans du monde entier sont pris comme des cibles légitimes. In this context, a green light is given to every bigot to spew out their bile against Muslims. Dans ce contexte, tous les racistes ont le feu vert pour exprimer leur racisme contre les musulmans. And this has seeped even into the official, respectable discourse. Tout ça a même pénétré dans le discours officiel, le discours respectable. So, for example, in the UK, where I come from, the Daily Telegraph, traditionally the newspaper for the ruling Conservative Party, has printed articles comparing Muslims to dogs. Par exemple, au Royaume-Uni, le quotidien Daily Telegraph, qui est traditionnellement celui qui exprime les vues du parti conservateur, a imprimé des articles comparant les musulmans à des chiens. So I'm not talking about the extreme far right, I'm talking about mainstream respectable. Je parle pas de l'extrême droite ici, je parle vraiment de la droite traditionnelle, respectable entre guillemets. Just last week,
The Sun, again another very popular newspaper as a tabloid, recently ran a headline claiming that 1 in every 5 British Muslims supports ISIS. Encore la semaine dernière, The Sun, notre quotidien très largement diffusé, a eu pour titre sur sa une le fait que pratiquement un musulman britannique sur 5 soutiendrait Daesh. It's a complete lie, of course, but the consequence is that people who are not Muslim fear Muslims, and people who are Muslims fear the hatred and fear of other people. Bien sûr, c'est un mensonge absolu, mais la conséquence, c'est que d'une part, ceux qui ne sont pas musulmans haïssent les musulmans, et de l'autre côté, ceux qui sont musulmans ont peur de la haine qui est de leur condition. The irony is that actual academic research has shown that British Muslims are amongst the most loyal and the most proud to be British and the most integrated community, but you would assume the exact opposite from what you hear and read. En réalité, les recherches les plus avancées ont montré que les musulmans font partie des gens qui, en Grande-Bretagne, sont les plus fiers d'être britanniques, les plus intégrés. Mais on croirait que c'est le contraire si on écoutait tout ça. Even now, my own parents, see themselves as guests in the country. I was born in the UK, as are my children, and many immigrant communities, not just those of Muslim origin, have an extreme sense of appreciation and loyalty. Mes parents, qui ne sont pas nés dans le pays où je suis né, où sont nés mes enfants, ont un immense sentiment de gratitude. Ils se sentent comme des hôtes dans ce pays et ils sont extrêmement fiers et reconnaissants. And of course we have Donald Trump calling for all Muslims to be banned from entering America. Et comme ça ne suffisait pas, voilà Donald Trump qui arrive et qui dit qu'il faudrait interdire à tous les musulmans d'entrer aux États-Unis. Now he may be considered a joke for many of us, but here's the frightening thing. He actually is the front runner of the Republican Party for the presidential nomination. Alors peut-être qu'il nous fait rire, on a un peu l'impression que c'est une blague, mais en réalité, il ne faut pas oublier qu'il est en tête pour l'instant de la course pour la nomination de la candidature pour l'élection présidentielle pour les Républicains. Islamophobia has increased not just since the horrific attacks in Paris a few years ago, or even since 7/7 10 years ago in the UK, but actually since September the 11th, 2001. Cette islamophobie, elle augmente pas seulement depuis les dernières attaques qui ont eu lieu à Paris, il y a quelques semaines, pas seulement même depuis le 7 juillet qui a eu lieu il y a 10 ans au Royaume-Uni, mais depuis le 11 septembre 2001. The grief of the victims of 9/11 was exploited by George Bush under the banner of the War on Terror. La tristesse et le deuil pour les victimes du 11 septembre ont été exploités par George Bush au nom de la guerre contre le terrorisme. To stamp new American military dominance on the world map. De façon à imposer une nouvelle domination militaire américaine sur la carte du monde. And to remap the Middle East in its own economic and strategic interests. Et pour reconfigurer le Moyen-Orient au nom de ses propres intérêts économiques et stratégiques. Together with its allies, America has rained down bombs in country after country. Avec leurs alliés, les États-Unis ont bombardé pays après pays dans cette région. Including Afghanistan, Iraq, Libya, and of course now Syria. Notamment l'Afghanistan, l'Irak, la Libye et maintenant la Syrie. We hear politicians in Britain, in America, and I'm sure you do here in France, use words like freedom and democracy to justify war and colonization in these countries. Il y a longtemps des politiciens en Bretagne, aux États-Unis et je suppose en France aussi, pour utiliser des mots comme liberté et démocratie pour justifier la guerre et la colonisation de ces pays. The reality, of course, is that oil and gas contracts have been divided out amongst the imperial powers, while sectarianism and chaos has been left behind. La réalité, bien sûr, c'est que les contrats pour l'appropriation des ressources pétrolières ont été divisés entre les grandes puissances pendant que les guerres sectaires et le chaos ont affecté des millions de gens. Millions of people displaced. These refugees that people complain about, that's where a lot of them are coming from. Voilà ce qui a déplacé des millions de gens. Vous savez, tous ces réfugiés dont on parle, voilà ce qui les a mis sur la route de l'exil. Hundreds and thousands of civilians brutally killed and tortured. Des centaines de milliers de civils tués ou torturés. Yet this horror
and violence carried out in the name of democracy is barely acknowledged, there is public amnesia or erasure. Et pourtant, cette horreur, cette violence, au nom de la démocratie, est à peine reconnue. Il y a une espèce d'amnésie ou d'effacement public de ces questions. There are no minute silences for these victims. Il n'y a pas de minute de silence pour ces victimes. They are not counted, never mind named and commemorated. Elles ne sont pas comptées, encore moins nommées et commémorées. Most citizens in the West, including myself, we don't actually see what is being done in our name. La plupart des citoyens, et je m'inclus là-dedans, en Occident, ne voient pas vraiment ce qui est fait dans leur nom. And it is political heresy, blasphemy, to point out the link between this state-sanctioned violence and the frustration and hurt which it has unleashed, and the birth of extremist groups in the Middle East who recruit the disenfranchised and angry around the world. Et c'est une hérésie politique, presque un blasphème politique en fait, de faire un lien entre cette violence soutenue par les États et la frustration et la douleur qu'elle a créée, et la naissance de groupes extrémistes au Moyen-Orient qui recrutent des membres parmi les désespérés du monde entier. The imperialist powers are like parents who deny their role in creating out-of-control progeny. Les puissances impérialistes sont comme des parents qui nieraient leur propre rôle dans le fait d'avoir engendré des enfants incontrôlables. The ones who have no hope in any political process and take comfort in the allure of a simplistic revenge approach wrapped in a veneer of religiosity. D'avoir rencontré ces gens qui n'ont aucun espoir dans un quelconque processus politique de progrès et qui se rassurent ou trouvent une sorte de confort dans l'attitude de vengeance simpliste avec une fine couche un peu vernie de religion par-dessus. Because whilst I'm critical of a dodgy foreign policy, I'm also critical of dodgy theology. Parce que si je suis capable de critiquer la politique étrangère qui est pas mal, je suis aussi capable de critiquer les dérives théologiques. The demonizations of Muslims and Islamophobia then, that we are witnessing today is not accidental. Cette diabolisation des musulmans, cette islamophobie dont nous sommes les témoins aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui, n'est pas là par accident, par hasard. It is a weapon of mass destruction used by the powerful elite, elite being those who profit when there is a war and when public services are being sold. C'est une arme de distraction massive, de diversion massive utilisée par des élites qui tirent des profits aussi bien quand c'est la guerre que quand les services publics sont privatisés. A scared population asks less demanding questions of its leaders. Une population terrorisée pose de questions moins difficiles, pose moins de questions difficiles à ses dirigeants. And for Muslims, it encourages a retreat from engagement with people who are not Muslim or to participate in public life. Et pour les musulmans, tout ça encourage un retrait de la vie avec les gens qui ne sont pas musulmans ou un retrait de la participation à la vie publique. Collective self-censorship becomes the norm, creating a vacuum for the extremists. L'autocensure collective devient la norme et crée un espace dans lequel s'engouffrent les extrémistes. So any movement which effectively wants to challenge that point and the war and the racism and the poverty that it leaves in its wake has to rest on a solid foundation of anti-racism. Du coup, tout mouvement qui veut vraiment s'opposer de façon efficace à tout cela, à la fois à la guerre, au racisme et à la pauvreté, doit vraiment s'appuyer sur un pilier très fort d'antiracisme. It especially has to reach out a hand of solidarity to the Arab and Muslim communities bearing the brunt of the racist attacks and vilification. Et doit tendre la main en priorité aux Arabes et aux musulmans qui subissent l'essentiel des attaques et de la diabolisation raciste. I cannot exaggerate how important this kind of solidarity is. On ne peut pas donner trop d'importance à la solidarité envers eux dans ce contexte. It is the antidote to both extremists, both sides of the spectrum. C'est l'antidote aux extrémistes des deux côtés, des deux bords.
both the racist neoliberal onslaught and the threat of extremism and fundamentalism. D'un côté, le racisme, les attaques racistes et néolibérales, et d'un autre côté, la menace de l'extrémisme fondamentaliste. By focusing on what we have in common and fighting oppression together, we have a powerful alliance. Et si nous nous focalisons sur ce que nous avons en commun et si nous luttons contre les oppressions, alors nous avons une chance. For me, the dividing line is not Muslim, non-Muslim, man, woman, gay, straight. Pour moi, la limite ne se situe pas entre musulmans et non-musulmans, entre femmes et hommes, entre homosexuels et hétérosexuels. It's between the oppressed and oppressor. Elle est entre les opprimés et les oppresseurs. If you are oppressed and you are not a Muslim, and you are a man, and you are gay, or whatever your background is, I am on your side. Si vous êtes opprimé, et que vous n'êtes pas musulman, et que vous êtes un homme, que vous êtes homosexuel, je suis de votre côté. And if you are the oppressor, whether you are my government, whether you are Muslim, whether you are a man or a woman, I will be on the opposite side. Si vous êtes l'oppresseur, que vous soyez mon gouvernement, que vous soyez un homme ou une femme, etc., que vous soyez musulman, je serai contre vous. Because there cannot be peace without justice, and you cannot have justice without equality. Car on ne peut pas avoir de paix sans justice, et pas de justice sans égalité. I'm thankful for the solidarity of the left that we have with Muslims in Britain. Je suis reconnaissant pour la solidarité que la gauche exprime en Bretagne envers les musulmans. However, it wasn't automatic. We had to work hard. Mais cette solidarité n'a pas été automatique. Il a fallu qu'on travaille dur pour y arriver. I found I had to challenge many preconceptions and stereotypes. J'ai dû m'opposer à des visions stéréotypées profondément ancrées chez eux. It's funny because some socialists fear that their secularity might become diluted by working with Muslims. Il y a des socialistes qui pensent que leur approche de la laïcité risque d'être menacée par le fait de travailler en solidarité avec les musulmans. And some Muslims fear their spirituality might become diluted by working with socialists. Et il y a des musulmans qui pensent que leur spiritualité risquerait d'être fragilisée par le fait de se rapprocher trop près de militants socialistes. By working together, though, we were able to build a strong and vibrant anti-war movement, exceeding in numbers and diversity any previous mobilizations. En travaillant ensemble, on a réussi à construire un mouvement contre la guerre extrêmement fort et dynamique, au-delà de toutes les précédentes expériences. And I'm proud that the largest demonstration in 2,000 years of British history Et je suis fier que la plus grande manifestation en 2000 ans de l'histoire britannique actually mobilized people from all over the UK who were not Iraqi, who were not Muslim, but in the name of humanity. Et cette manifestation a mobilisé des gens à travers tout le pays, toute la Grande-Bretagne, pas des gens qui étaient irakiens, pas des gens qui étaient musulmans en particulier, mais des gens qui étaient là au nom de l'humanité. And not just in England. On February 15th, 2003, there were worldwide demonstrations, and we had a glimpse of another world, a world united against war and oppression, but diverse in its colour, race, cultures and faiths. Et ce n'était pas une manifestation seulement en Grande-Bretagne. Le 15 février 2003, ce genre de manifestation à travers le monde qui nous donnait un espoir, un aperçu de ce que pouvait être un autre monde réellement, un monde uni contre la guerre et l'oppression, et un monde divers dans ses couleurs, ses races, ses cultures, ses religions. Brothers and sisters, of all the things robbed from people in the last few decades, the most important ones are their imagination and sense of their own power. De toutes les choses qu'on nous a appris ces dernières décennies, la chose la plus importante qu'on nous a appris, ou les choses les plus importantes, sont notre imagination et la conscience que nous avons un pouvoir. We are told constantly, just in case we dare to dream of better things, that there is no alternative. On nous répète constamment, au cas où nous aurions simplement le rêve même de quelque chose de mieux, qu'il n'y a pas d'alternative. They tell us endless wars are inevitable. It is the nature of the world. On prétend que la guerre sans fin est inévitable, parce que c'est dans la nature du monde. But these are all man-made systems, and there is nothing natural about them. Mais tous les systèmes sont créés par l'homme et il n'y a rien de naturel dans tout ça. We must believe in our own slogans.
We really are the other superpower in the world. Nos slogans, nous sommes l'autre grande puissance du monde. Never underestimate your presence, your contribution, how your spark can light a fire in somebody else in a positive way. Ne sous-estimez jamais ce que votre présence, votre contribution peut apporter et la petite étincelle qu'elle peut allumer dans le sens le plus positif qui soit chez les autres. I certainly gain inspiration and encouragement when I come to gatherings like this and know that I am not alone. En tout cas, moi, je sais que quand je sors d'un petit moment comme celui-ci, j'en retire beaucoup de force et j'ai à savoir que je ne suis pas seul. And together, we really can make a difference. Et ensemble, nous pouvons vraiment faire quelque chose qui fera la différence. Merci beaucoup Salma Yacoub pour cette intervention et merci beaucoup à Mathieu pour la traduction. Alors j'espère que ça va, notre salle va craquer. On va paraphraser un célèbre titre, il y a beaucoup de monde. Je sais qu'il fait chaud, donc on va essayer d'aller vite et de ne pas trop perdre de temps. Je vais tout de suite passer la parole à Alain Brèche, qui est... directeur adjoint du Monde Diplôme, qui anime le blog Nouvelle d'Orient et qui est très actif sur la question de l'islamophobie depuis un certain nombre d'années. Merci beaucoup, Alain, on peut l'applaudir. Siam vous a dit qu'au lendemain du 13 novembre, quand on s'est réunis pour savoir ce qu'il fallait faire, il y a eu toute une série de discussions sur quoi il fallait intervenir. La première chose qui était évidente pour tout le monde, c'est qu'il fallait d'abord intervenir sur l'état d'urgence, sur les mesures qui s'annonçaient, sur les perquisitions qu'on avait anticipées, sur l'islamophobie. Je crois que là, il y avait un large accord là-dessus. Mais il y a une autre question qui est beaucoup moins présente dans le débat français, malheureusement, qui est la question de la guerre. Et on a eu une discussion, est-ce qu'il faut faire ce meeting uniquement sur ces questions de liberté, ou est-ce qu'il faut faire aussi la guerre, bien qu'on sache que la guerre provoque des divisions parmi des gens qui pourraient être d'accord sur une autre plateforme. Mais ça ne nous a semblé pas incompatible. D'un côté, il y a la Ligue des droits de l'homme qui a publié un article, un appel extrêmement large avec des dizaines d'organisations qui se mobilisent sur la question de l'état d'urgence, sur les mesures prises par le gouvernement, et ça nous semble très important. Nous, à titre d'organisation, individuellement, nous sommes prêts à y contribuer. En même temps, nous pensons que cette question de la guerre pose vraiment problème, d'autant plus que nous sommes un pays où, contrairement au Royaume-Uni, il n'y a pas de grand mouvement anti-guerre aujourd'hui. Et il y a peut-être une méconnaissance ou une sous-estimation de l'importance de ces guerres. Or, ces guerres sont présentes. Elle n'arrête pas de se développer. Ce matin encore, pour ceux qui ont écouté le Premier ministre sur France Inter, il a annoncé au détour d'une phrase que bien sûr on se battait en Syrie, en Irak, mais qu'on irait aussi en Libye. Et en même temps, il y a cette vue qu'il n'y a pas de rapport entre ces guerres que nous faisons et ce que nous avons subi. C'est-à-dire que les actions terroristes qu'il y a eu chez nous n'ont aucun rapport avec ce qui se passe dans la région, n'ont aucun rapport avec notre politique. En fait, ils haïssent notre mode de vie. Je dirais que c'est quand même une explication un peu courte sur qu'est-ce qui fait bouger, qu'est-ce qui fait que l'État islamique, avec toutes ses dérives et tous ses crimes, suscite quand même une certaine adhésion ou un certain soutien. On voit des milliers de gens, y compris des jeunes Français, aller rejoindre leur combat. Et je crois que pour le comprendre vraiment, il faut remonter en tous les cas à quelques années à la guerre que l'Occident, d'abord les États-Unis, mais ensuite laquelle la France a participé, de guerre contre le terrorisme. Et au-delà de savoir
comment cette guerre s'est menée, il y a une chose que Salma a dit qui me semble vraiment très importante. Nous ne voyons pas les morts des autres. Je veux dire, les États-Unis ont détruit un pays qui s'appelait l'Irak. Ils ont fait, selon les estimations, entre 100 000 et 300 000 morts. Et on tourne la page. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde dit Bush s'est trompé. Mais comme si ces centaines de milliers de gens, comme si ces centaines de milliers de gens n'avaient pas de visage, n'éprouvaient pas de sentiments, n'avaient pas de famille, je dirais, n'avaient aucune raison de se venger, entre guillemets. Or, ces guerres, non seulement, si vous voulez, cette guerre elle a été déclenchée par Bush il y a une quinzaine d'années, après le 11 septembre 2001, et on peut voir que même du point de vue de l'objectif que s'étaient fixés les États-Unis et ensuite leurs alliés, c'est-à-dire éradiquer le terrorisme, le résultat est exactement le contraire. Il n'y a jamais eu autant d'actions violentes qui se réclament du terrorisme, mais dans cette guerre que nous avons menée, il y a eu l'Irak qui a été détruit, la Syrie qui est en guerre civile, la Libye où il n'y a plus de gouvernement, et évidemment, cela crée une situation dans laquelle il y a un ressentiment à l'égard des politiques occidentales, même s'il faut les différencier, elles ne sont pas toutes égales, qui est extrêmement puissant et que nous, on ne veut pas voir. Et je crois qu'on a tort de ne pas les voir, d'autant qu'elles touchent des gens qui... Vous savez, quand vous allez dans la région et que vous discutez avec des gens à propos des politiques, vous voyez les condamnations de ces politiques. Ça ne veut pas dire que les gens iront vers l'État islamique, mais ça peut aussi expliquer pourquoi certains le soutiennent. Et puis il y a aujourd'hui, dans ces guerres qui sont menées, dans ces injustices de la région, il y a une question qui reste une question centrale dans tout ce qu'on dit dans les médias, c'est la question palestinienne. Et le fait que je réfléchissais tout à l'heure en pensant à ce que j'allais vous dire, au fait que depuis 2003, c'est-à-dire depuis l'écrasement de la seconde intifada par les chars israéliens, il y a eu en 2009, 2012, 2014, 3 guerres menées par Israël contre Gaza, avec là aussi des milliers de morts, mais tous anonymes. Quand on a un mort israélien, il a toujours une image, une famille, et tout là, c'est des morts anonymes. On sait qu'il y a eu dans la dernière opération 1300 civils qui ont été tués à Gaza, mais ce ne sont pas d'une certaine manière des êtres humains. Et non seulement la population de ces régions voit ça tous les jours à travers les écrans de télévision, parce qu'on assiste en direct à ces attaques, mais ce qui est nouveau et sur lequel il faut s'interroger, parce que ça met en cause la politique de notre gouvernement, c'est le fait que notre gouvernement le soutient. C'est-à-dire, il faut rappeler que dans les 3 dernières guerres, gouvernement de gauche comme gouvernement de droite ont tous justifié les actions israéliennes au long du droit à l'autodéfense d'Israël. Et ça, on peut comprendre que ça suscite à l'égard non seulement des États-Unis, mais même de la France, une hostilité. Il fut un temps, un peu éloigné pour beaucoup d'entre vous, pas trop pour moi, où, quand on parlait de la France dans la région, je veux dire, on ne pouvait pas envisager qu'il y ait une hostilité à ce pays. Bien sûr, il y a eu aussi des attentats qui ont été menés par des États, mais qui n'étaient pas des groupes. Il n'y avait pas une hostilité à l'égard de la France. Au contraire, on était reçus comme les gens se souvenaient de Gaulle, se souvenaient de positions courageuses prises par la France. Là, plus du tout. On est devenu une puissance comme les autres. Enfin, pas comme les autres, une puissance alliée sur les États-Unis, une puissance qui soutient Israël, et donc il ne faut pas s'étonner que je veux dire qu'il existe une vraie hostilité à l'égard de cette politique française. Et il serait souhaitable pour la France d'avoir une vraie discussion sur cette politique. Une des choses qui a plus frappé, c'est à quel point, dès qu'il y a une action de ce type, comme il y a eu une 13 novembre, qui est une action criminelle qui ne peut être défendue d'aucun point de vue, il y a une espèce d'unanimité nationale et un refus de débat. Et un refus de démocratie, parce que comment on peut engager des guerres alors que, sans avoir un débat dans l'opinion sur est-ce que ces guerres servent à quelque chose? Est-ce que le fait de bombarder un peu plus
l'État islamique en Irak, est-ce que ça a une conséquence concrète sur le terrain? Je pense que ça en a assez peu, mais ça a une conséquence concrète en revanche sur l'image de la France. Et ça, c'est très grave. Je terminerai en disant une chose qui m'a beaucoup frappé dans toutes ces justifications. Vous savez qu'on a eu des guerres. Pourquoi on fait la guerre là-bas? Et les États-Unis, ensuite, les Britanniques, il y a eu une Gordon Brown, je crois, en 2009, et Manuel Valls en 2013, au lendemain des attentats contre Charlie et l'Hypercacher, au moment où le Parlement dispute, le même jour où il rend hommage aux victimes de ces attentats, dispute la prolongation de la guerre, Valls fait une déclaration pour dire « Nous allons les combattre là-bas pour qu'ils ne viennent pas chez nous et que ces combats n'aient pas lieu dans nos rues. » Or aujourd'hui, ce qu'on constate, malheureusement, c'est qu'on va les combattre là-bas à un prix qui est terrible pour la population et en même temps, nous en payons le prix, pas les gens qui nous gouvernent, mais nous et les citoyens ordinaires, y compris, on l'a vu à Saint-Denis avec ce qui s'est passé à Saint-Denis. Merci. Je sens à l'applaudimètre que vous êtes chaud. J'en profite donc pour vous rappeler qu'il y a des gens qui vont passer avec la caisse. Arrivez là-bas, la caisse. Donc je ne voulais pas préciser, mais il y a des caméras partout. On voit contre le terrorisme oblige. On surveillera bien qui a donné et qui a pas donné. Merci beaucoup à l'Angrèche pour clôturer cette table. Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, Tariq Ramadan. Islamologue, professeur à Oxford, très actif sur ces questions-là, à la fois sur la question de l'impérialisme et de l'islamophobie. Il va intervenir pour nous. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. J'espère que ça se traduise aussi par une mobilisation. Alors, je pense que ce qui a été compris, vous avez entendu Salma Yarkoub tout à l'heure et Alain Grèche. Je ne veux pas répéter ce qui a été dit, puisque je pense que ce lien avec la politique étrangère est important. Moi, ce qui m'intéresse, au moment où nous réfléchissons à ce qui se passe en France, c'est d'essayer de se poser la question de quelle doit être notre attitude, comment se positionner intellectuellement, politiquement, par rapport à ces questions-là, parce que aujourd'hui, il faut que nous ayons une conscience un peu historique, ne serait-ce que de l'histoire récente. Ce qui est en train de se passer en France, les réactions que l'on voit, le discours bat-en-guerre de François Hollande, les quelques jours qui ont suivi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et il faut absolument que nous fassions une réflexion, que nous ayons une réflexion profonde sur ce qui s'est passé pendant ces 15 dernières années. Et encore une fois, revenir à ce qui s'est passé et comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis après le 11 septembre 2001 et ce qui a été au niveau du 11 septembre 2001 la triple connexion. Première des choses, c'est effectivement qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis uniquement comme on nous l'a présenté, parce qu'on nous l'a présenté de cette façon-là. C'est strictement religieux, c'est l'islam qui est en cause. Prenez position, condamnez ce qu'ils font, et au bout du compte, ils n'aiment pas nos valeurs, et au bout du compte, ils n'aiment pas notre civilisation. Je l'ai entendu jusqu'à aujourd'hui, je l'ai entendu jusqu'à hier avec des journalistes qui systématiquement posent la même question, comme pour nier que ce soit cela, ou nous donner la possibilité de nier, mais le leitmotiv de la question est déjà problématique.
Parce que, en fait, cette question, qu'est-ce qu'elle nie, fondamentalement, c'est la dimension politique du problème, tel qu'il a été présenté à l'instant par Alain Grech. Premier élément, donc, qu'on a vu, c'est ce que j'ai toujours appelé, dans toute la question qui concerne l'islam dans les sociétés qui sont les nôtres en Occident, et à plus forte raison en France, la distraction stratégique. Parlons d'islam pour ne plus parler de politique, pour ne plus parler d'économie, pour ne plus parler de la politique étrangère, pour ne plus parler de l'incurie de nos politiques concernant la question sociale. Et donc, ça c'est un premier élément. Et donc, le 11 septembre, ce qui se passe aux États-Unis, c'est déjà un premier déplacement vers l'islam est un problème, et ensuite après on va rectifier en disant l'islam est une religion de paix, l'islam, ce que est en train de faire Valls à l'heure actuelle, juste avant les élections, pour rappeler aux musulmans quand même ce serait bien que vous pensiez que le socialisme c'est la meilleure des solutions. C'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il vient de dire, c'est ça qu'il essaye de faire entendre à ses concitoyens, en particulier de confession musulmane. Donc vous avez un premier élément de ce qui s'est passé aux États-Unis. Deuxième des choses qui s'est développée et qui est également particulièrement importante, c'est le rapport au Moyen-Orient. Et le rapport au Moyen-Orient est un rapport qui est directement lié à l'analyse et à la lecture politique de ce qu'était le 11 septembre pour aller dire, eh bien, on va aller libérer l'Afghanistan. On a su par la suite qu'en fait, l'Afghanistan, c'était dans les plans avant le 11 septembre. Le 11 septembre a été un moyen d'instrumentaliser cela. Ce qu'on sait aujourd'hui par rapport à la France, c'est que la France pense depuis un moment à s'engager en Syrie. Et donc, en l'occurrence, tout à coup, le 13 novembre est un prétexte qu'on va utiliser pour justifier la guerre. Donc, on a des choses qui sont similaires. Le problème, c'est que nous n'avons pas étudié suffisamment ce qui s'est passé aux États-Unis, et nous nous sommes surpris un tout petit peu par l'instrumentalisation de l'émotion populaire. Donc, il faudrait faire cette analyse. Le troisième élément qui est important, et c'est ceci qui va vous concerner plus immédiatement en tant que citoyen français, c'est tout ce qui revient de politique intérieure. Toute la démarche du Patriot Act, toute la démarche de la, de la politique sécuritaire, de quelque chose aujourd'hui qui est un drame pour la société américaine, c'est vous avez peur, nous l'entendons, nous allons pour votre bien vous surveiller. C'est ça la réalité. On sait que vous avez peur. On a entretenu la peur, et puis ensuite, on va vous surveiller. Et on va vous surveiller jusqu'à des décisions qui sont la suspension du cadre légal américain. La surveillance, c'est des choses qui sont considérées comme illégales. Et en l'occurrence, aujourd'hui, vous l'avez entendu, il y a quelques jours de cela, sous l'état d'urgence, on envoie à Bruxelles en annonçant que pendant une certaine période, nous ne sommes plus tenus par la déclaration des droits de l'homme. Ça n'est plus une référence sous l'état d'urgence. Et donc, l'impact revient à nous, et il revient aux citoyens, tous les citoyens en France. Ayant cette connexion, cette triangulation, ce triangle, les trois domaines ici, ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est quand même d'aller loin dans l'analyse pour que nous ne tombions pas dans une chose que je suis en train de voir. On avait une discussion ce matin sur la question de l'islamophobie et de comment réagir. Il faut qu'on fasse attention à une chose. C'est-à-dire que tout le discours qui est en train aujourd'hui de déplacer le centre de gravité sur la question de l'islam comme étant le problème de l'Occident, le problème du monde international aujourd'hui, parce que les musulmans, il y en a qui versent dans le terrorisme, et donc il faut que les autres musulmans prennent position. Vous l'avez entendu encore 14 ans plus tard par Obama maintenant, qui fait un beau discours, mais qui dit quand même aux musulmans, il faudrait quand même que vous preniez position dans la dénonciation et que vous le fassiez comme étant la preuve de votre adhésion aux valeurs de la démocratie et aux valeurs d'ouverture. Ce qui me fait peur, d'une certaine façon, sur le plan intellectuel et comme sur le plan politique, c'est aujourd'hui que nous tombions dans une dénonciation de l'islamophobie qui soit simplement la dénonciation d'un racisme qui s'installe en France et que nous ne remontions pas dans une analyse qui mène les trois fronts ensemble. C'est-à-dire la question aujourd'hui
des relations internationales, ce qui vient d'être dit. Le deuxième élément, c'est l'instrumentalisation de cette question de l'islam à des fins aujourd'hui de division et de peur dans la société. Et le troisième élément, c'est l'application de politiques sécuritaires qui nous mettent tous dans le même paquet et qui justifierait au nom de... Et là, de ce point de vue-là, j'avais beaucoup apprécié, j'espère que vous êtes nombreux à l'avoir lu, le livre de Naomi Klein sur la question de shock doctrine, la doctrine qui justement va instrumentaliser ces questions-là. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire, premier axe de travail pour ce qui concerne la question de l'islam comme étant le problème. Aujourd'hui, moi j'ai pris une position assez claire sur ces questions-là en disant, il y a deux choses, je pense, qu'il ne faut pas faire. Première des choses, dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, et deuxième des choses, dire que ce ne sont pas des musulmans. Pour deux raisons. La première des raisons sur ces questions-là, et pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir que ce positionnement intellectuel va me donner beaucoup plus de cohésion dans le discours politique. C'est-à-dire, nous sommes d'accord là-dessus, mais attention, maintenant on va aller sur les raisons de cette instrumentalisation. Aujourd'hui, il va sans dire que vous avez des interprétations et vous avez, au nom de lectures spécifiques de textes, des positions qui sont des positions, alors vous avez entendu Salma Yaqoub qui faisait référence, des positions qui sont absolument intenables et qui sont à condamner, réellement. Elles sont à condamner dans la traduction de l'extrémisme violent. Moi, je ne sais pas quel est le mot que vous employez, je n'utilise absolument pas le mot de radicalisation dans les discussions un peu spécialisées en Angleterre. On a évité ce terme en disant aujourd'hui on a affaire à des extrémistes violents, extrémistes dans leur lecture violente, dans leur mode d'action. Et donc en l'occurrence ici, il faut prendre une position par rapport à ça. Il faut prendre une position par rapport à cela en faisant un vrai travail sur la réponse par rapport au texte, mais aussi de contextualiser par rapport aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, moi je suis critique de la lecture littéraliste. Je suis critique de la lecture qu'on dit salafi littéraliste. Mais à aucun, je suis critique au sens que je n'y adhère pas, mais je n'accepte pas, d'un point de vue ne serait-ce que de citoyen, que l'on interdit cette parole de s'exprimer. Un littéraliste est un littéraliste, il n'est pas violent, il respecte la loi, c'est son problème. Maintenant qu'on essaye de criminaliser le salafi littéraliste de la base, alors qu'on traite avec les États qui nourrissent l'idéologie au sommet, c'est quand même un problème. Aujourd'hui, c'est ce que fait l'État. On va cibler l'individu, oublier le roi, qui est celui qui finance ce qui va nourrir l'individu. Mais il nous nourrit aussi avec le pétrole. Et donc on l'oublie. Ce discours-là, pour moi, il doit être critique, mais à aucun moment, ça ne peut justifier fermer des mosquées, Non, il faut, de ce point de vue-là, au cas par cas, qu'on ait une vraie discussion de fond et qu'on ne délégitime pas ou que l'on ne criminalise pas le discours religieux. Pourquoi? Parce qu'autant nous devons faire un travail qui est un travail interne de discussion sur la question religieuse ça c'est une position que je prends en étant critique vis-à-vis du littéralisme, en étant critique par rapport à ceux qui le financent, autant à un moment donné on ne peut pas criminaliser. Pourquoi? Parce que criminaliser voudrait dire réduire le discours de ceux qui versent dans la violence et qui versent dans l'extrémisme comme étant lié à une source de la tradition. Or c'est faux. 92% des jeunes qui tombent dans soit Internet, soit sont attirés par cette attitude-là, ont 92% moins de 2 mois de pratique avant les événements. 2 mois. C'est-à-dire que dans toutes les analyses, c'est quelque chose d'extrêmement récent, très très rapide, qui a une sorte de dévissage. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Alors à un moment donné, en termes de pratique, en termes de changement de pratique. Et donc dire c'est un discours religieux traditionnel qui l'explique est problématique. Là, on ne peut pas. Mais il faut faire cette critique-là quand même. Il faut un discours religieux, un discours théologico-légal qui mette en évidence où s'arrête la diversité acceptée et où la condamnation commence. Et à un moment donné, après, faire l'analyse de ces parcours, de ces interprétations pour qu'on ait un discours clair. Pourquoi? Et ça nous amène au deuxième volet, celui sur lequel j'aimerais insister, mais ça a été dit, mais aujourd'hui de comprendre
que l'autre volet de cette analyse-là est un volet politique. Et que tout le discours, et je l'ai entendu aux États-Unis, je l'ai entendu en Angleterre, je l'ai entendu en Norvège, je l'ai entendu en Espagne, je l'ai entendu ici en France, il n'y a pas de relation entre notre politique étrangère et ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est strictement une interprétation de l'islam qui est une interprétation terroriste, et donc c'est cela qu'il faut condamner. Nous sommes dans l'obligation, sans jamais justifier l'acte de tuer, d'entrer dans l'analyse et l'explication de ce qui est en train de se passer. Ça commence par une chose qui est déterminante, et je ne sais pas si vous le sentez dans nos opinions publiques aujourd'hui en Europe, mais moi, c'est pire qu'un racisme institutionnalisé. C'est un racisme normalisé, promu par les médias et promu même sur les réseaux alternatifs. La mort d'un arabe, la mort d'un africain, la mort d'un asiatique vaut moins que notre mort à nous, que nos morts à nous. Un peu de temps. Mais ça, c'est un premier élément. Et cet élément-là, c'est là où aujourd'hui, les citoyens français de quelque confession ou sans confession, agnostique, athée, de gauche, de droite, là déjà il faudrait qu'on commence par ce discours-là de la dignité égale de tous les êtres humains, et de passer à l'autre étape ensuite, de disant, attendez, maintenant il faut qu'on soit clair. Le manque de cohérence sur vos politiques internationales, le mensonge caractérisé de ce que vous faites, soit en Afrique, parce qu'encore une fois, moi c'est pas passé, l'intervention de Mali, elle n'est pas passée. Le désordre que l'on a produit en Libye, c'est pas passé. Le Moyen-Orient déstabilisé, ça passe pas. Le fait du peuple oublié de la Palestine, ça ne passe pas. Et tout ça s'est connecté. Mais on ne veut pas le dire et on ne veut pas qu'on en parle. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de nous dire, c'est que si vous dites ça, implicitement vous justifiez. Et donc c'est toujours cette fameuse... Moi c'est ce que j'ai dit, à partir d'un certain moment, je vais dire qu'à un moment donné, quand on essayait d'expliquer dans la surdité aux États-Unis que c'était injustifiable de tuer, mais que c'était explicable politiquement que des gens arrivent à ce rejet, à dire ah non. Et donc la binarité, la pensée binaire, elle est devenue française aujourd'hui. C'est soit on est du côté du gouvernement et qu'on soutient, soit on est des autres. Le vrai problème que nous avons, c'est qu'on est dans une salle pleine ici. Mais malheureusement, nous sommes une véritable minorité politique parce que la majorité du peuple français soutient la politique de force, de manifestation de force du gouvernement. Les statistiques l'ont montré, c'était la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Angleterre, la manifestation. Donc même le mouvement anti-guerre est essentiel. Ouais, mais là, c'est notre responsabilité politique de citoyens d'inverser cette tendance avec un discours qui aide, un discours qui doit encore et toujours faire le lien entre ce qui est en train de se passer en France et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, pas simplement en France, mais en Occident, ce qui est en train de se passer dans les sociétés du Moyen-Orient, et d'y intégrer toutes les composantes, parce que, encore une fois, certains pensent que c'est une obsession, mais mon obsession, elle est juste de dire une chose. Au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien est central. Il est central. Et c'est aussi autour de ce conflit-là que vous pouvez comprendre les déstabilisations des pays alentours aussi. Si on regarde aussi, même ce qui est en train de se passer en Égypte, on ne le comprend pas si on ne comprend pas ce qui est en Égypte. Pourquoi? Parce que des forces ici, en France, comme ça s'est passé aux États-Unis, comme ça s'est passé en Angleterre, qui sont aveuglément pro-israéliennes et sionistes, ne veulent absolument pas que le discours que nous sommes en train de faire et de dire, c'est-à-dire que le manque de courage et de clarté de la politique occidentale quant aux droits des Palestiniens est en train aujourd'hui d'avoir comme conséquence et la déstabilisation, et même ici en Europe, des personnes qui travaillent à entretenir aussi cette vaste atmosphère islamophobe. Il ne faut pas qu'on se trompe, les sources on les connaît.
On connaît les sources de cet entretien de l'islamophobie. Faites attention à ces musulmans, faites attention à ces citoyens, la suspicion perpétuelle. On sait d'où ça vient. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire on n'est pas bête. Je veux dire que 80% du discours et des sources aux États-Unis, si vous regardez les organisations, elles sont liées à des organisations qui sont pro-sionistes et aveuglement pro-sionistes. C'est-à-dire que la citoyenneté nouvelle de citoyens qui sont en train d'élever la conscience concernant le Moyen-Orient, on ne la veut pas. C'est-à-dire que ce qui fut hier l'inconscience par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, on ne le veut pas aujourd'hui. Donc l'idée de fragmenter ou de séparer les problèmes, eh ben ça c'est une idéologie aussi, ça fait partie d'une certaine lecture politique. Donc ça c'est le deuxième axe sur lequel je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement clair, qu'on ait une vraie vision large du fait politique. Et mon dernier élément, il est directement lié à ça, parce que ça nous revient à tous. Il faut aujourd'hui qu'on se rende compte de ce qui est en train de nous arriver. Ce qui est en train de nous arriver réellement et concrètement en tant que citoyen occidental, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe et en particulier en France, c'est une dérive liberticide pour tous. Et cette dérive liberticide, elle est aujourd'hui sous l'état d'urgence, la normalisation d'un certain nombre de décisions politiques, et sur le long terme, ça reste. Parce que si aujourd'hui on nous dit que le Patriot Act a disparu, les éléments les plus évidents du Patriot Act ont disparu, mais la politique reste la même, la politique de surveillance. Et la politique de surveillance, c'est une politique... Attendez, on parle aujourd'hui des perquisitions. La honte. Ils mettent la honte à des femmes et des hommes, et des fois ils se trompent de porte. Mais ils ont fait sauter la porte. Et ils insultent les gens. Ils mettent en résidence des gens dont ils ne savent même pas pourquoi ils sont en résidence surveillée, ils ne peuvent pas sortir, ils perdent leur travail, l'humiliation. Parce que quand vous faites ça à une personne, en étant en train de chercher de savoir pourquoi vous lui faites ça, mais il y a même un imam à Montpellier, ils n'ont rien trouvé. Ouais. Ils ont juste trouvé qu'il n'avait peut-être pas payé tous ses impôts correctement. Mais on a trouvé quelque chose. Il n'est pas net. Non mais vous vous rendez compte de l'état, l'atmosphère. Mais c'est pas ça qui est simplement grave. C'est aujourd'hui la réalité de mosquées sous surveillance. Mais non, on le savait déjà. Mais dans cette atmosphère où le droit est secondaire, ce qui est en train de se dire, c'est comment aujourd'hui, sur le plan de la surveillance, les infiltrés de nos mosquées, les délateurs, la délation caractéristique, mais là où je vis en Angleterre, on appelle les gens à faire de la délation. De la délation, c'est-à-dire dès que vous voyez quelque chose, il faut le dire. Donc on devient co-citoyen, on devient surveillant de son voisin. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais ce n'est pas simplement la perquisition et la mise en dessous, c'est simplement le haut de l'iceberg. Derrière tout ceci, c'est une atmosphère d'entretien de la peur, d'entretien de la suspicion, et donc il faut surveiller. Et donc c'est ça qui est en train de se passer. Et donc à un moment donné, après on s'assoit et on dit votez pour nous parce qu'on est quand même meilleur que le Front National. Mais vous n'avez rien fait pendant 20 ans. Le problème en termes de politique sociale dans ce pays, mais c'est un désastre. Bien sûr. En termes de politique économique, c'est d'avoir réussi à faire qu'une partie de la citoyenneté française, elle soit suspectée. Et donc à un moment donné, la réponse à ceci, c'est ça que j'aimerais dire et terminer, c'est pas simplement de se présenter en victime d'islamophobie. Maintenant, il faut sortir de ce clivage-là. On avait commencé, il faut qu'on continue ce travail transversal de sortie en tant que citoyen aujourd'hui, avec un certain nombre d'organisations, avec des gens dans les différents partis politiques ou dans les différents partis politiques. Moi, j'en suis pas arrivé à diaboliser les uns et les autres. Je ne suis pas du tout du côté des partis qui sont aujourd'hui représentatifs de la France, vraiment du point de vue politique très dans la minorité, je l'assume. Mais d'un autre côté, à partir d'un certain moment aujourd'hui, il faut vraiment qu'on sorte de l'ornière, il faut vraiment qu'on sorte de ce discours qui est un discours uniquement sur le plan national, un discours victimaire. Il faut qu'on ait un discours national et international beaucoup plus offensif.
beaucoup plus offensif sur le fait de dire aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire sur le plan international est en train de miner la cohésion nationale, et ce que vous êtes en train de faire dans l'absence de politique nationale de justice sociale est en train de nous faire perdre la possibilité ensemble de construire une France qui soit égalitaire et qui soit plus juste. Arrêtez de nous, je veux dire, arrêtez avec cette laïcité à toutes les sauces. Il y en a marre. Il y en a marre. On le sait maintenant, c'est pas prétexte. L'unité de la République, et la laïcité, et la viande halal, et le foulard, et la journée de la laïcité. Mais ça va ou quoi? On est où? Dans quel pays? On est dans quel... C'est quel désordre, ça? De qui se moque-t-on? Ça, c'est de la distraction. Mais à partir d'un certain moment, il faut aussi que nous, on en sorte, et puis qu'on puisse proposer autre chose, de plus offensif, de plus courageux. Enfin, moi, je plaide pour ça, à partir d'un certain moment, d'une citoyenneté courageuse. Je veux dire, t'es athée, t'es agnostique, t'es juif, t'es chrétien, t'es musulman. Si t'es pas courageux, bah, va ton chemin, continue avec eux. Mais à partir d'un certain moment, il faut qu'on puisse dire quelque chose, et il faut qu'on puisse dire quelque chose qui soit audible. Je vous remercie. Merci beaucoup à Tarek Ramadan.